une des grandes caractéristiques des sociétés africaines, à la différence des sociétés européennes, c'est que ces sociétés sont fondées sur la communauté, sur le groupe. Nous sommes des individualistes. Attention, nous ne le sommes pas depuis toujours. Nous le sommes depuis la Réforme, la Révolution française, les droits de l'homme, etc., où les révolutionnaires ont tout fait pour casser nos structures charnelles, nos enracinements, de façon à ce que nous ne soyons plus que des citoyens robots dont la seule liberté est d'aller tous les 4 ans mettre un bout de papier dans l'urne, on additionne ces urnes, ces papiers, et on a une majorité. Nous sommes, nous, occidentaux, entre guillemets, et européens, des individualistes nés du forceps démocratique. Mais l'homme n'est pas un individualiste dans l'organisation sociale. Il n'y a aucune société individualiste dans l'État traditionnel. Eh bien, ce phénomène est fondamental, parce que l'Afrique se voit appliquer depuis plusieurs décennies des idéologies à base individualiste. La première de ces idéologies, c'est l'idéologie du suffrage universel fondé sur le « un homme, une voix ». Or, dans les États artificiels nés de la colonisation et de la post-colonisation, dans ces États artificiels qui vont regrouper des populations différentes, qui, par le passé, soit ne se connaissaient pas, soit s'opposaient, la démocratie va donner le pouvoir politique à ceux dont les femmes ont eu le ventre le plus fécond, aux plus nombreux. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que le one man, one vote? Qu'est-ce que le suffrage universel? Qu'est-ce que l'élection? C'est la mathématique. À partir du moment où nous avons des populations plus nombreuses que les autres, les plus nombreux vont toujours l'emporter sur les moins nombreux. Ce qui fait que se pose un problème constitutionnel. Et c'est dans ce domaine-là qu'il nous faut réfléchir. Il nous faut réfléchir dans ce domaine. Ne rêvons pas. Les frontières africaines sont là, elles ne bougeront pas, sauf des aménagements de détail. L'Érythrée, le Sud-Soudan, probablement le Nigeria qui éclatera un jour ou l'autre. Mais il y aura des changements qui ne seront pas continentaux. Donc, nous avons, pour les siècles qui viennent, des réalités de corps sociaux qui sont profondément étrangers dans des États qu'ils perçoivent comme des colonisateurs intérieurs. Tout simplement parce que le vote étant communautaire et ethno-tribal, les moins nombreux sont certains de toujours perdre les élections. Donc toute l'évolution qui devrait être faite, et c'est dans ce sens qu'il faudrait réfléchir, c'est comment associer au pouvoir les moins nombreux qui, par le fait même qu'ils sont moins nombreux, n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir. C'est cela. Aux Africains de réfléchir à cela. J'allais dire que c'est presque le travail des constitutionnalistes, mais pour cela, il faut cesser de nier l'existence de ces ethnies, l'existence de ces groupes, comme le fait cette curieuse école africaniste française qui considère que les ethnies ont été créées par la colonisation, ce qui est une aberration, n'est-ce pas? Et à partir du moment où vous posez le mauvais diagnostic, il est bien évident que vous ne pouvez pas donner le bon remède. Alors voilà le problème qui est un problème fondamental. Mais le problème est que, et là nous retombons sur la nature humaine, quels sont les peuples assurés d'être au pouvoir par le fait qu'ils sont plus nombreux, qui seront suffisamment naïfs ou suicidaires pour abandonner le système du one man, one vote pour passer à un système de vote de groupe. Il est bien évident que dans un pays comme le Rwanda, par exemple, où les Hutus sont 85% et les Tutsis 15%, il est certain que le suffrage universel, s'il était appliqué d'une manière logique, donnerait pour l'éternité le pouvoir aux Hutus, d'où le soulèvement des Tutsis. Il est bien évident que dans d'autres pays africains, il suffit de voir quelle est la réalité de ces groupes ethniques pour avoir la représentation politique. L'on fait des élections, ça ne sert à rien. Moi, je m'amuse régulièrement, à la veille de certaines élections africaines, à donner à 2% près le résultat de chaque parti. Il suffit de savoir que le parti
et l'habillage à l'européenne de réalités ethniques ou d'alliances ethniques pour avoir le résultat. Alors voilà donc simplement les réflexions que je voulais faire pour poser le débat. Des crises qui ne sont qu'artificiellement économiques ou que secondairement économiques, des crises qui sont des crises inscrites dans la longue durée, qui sont des crises d'ordre ethno-politique, aggravées par les systèmes politiques hérités de la décolonisation, aggravées par l'idéologie des droits de l'homme, aggravées par la compétition internationale, parce que l'Afrique, alors je ne nie pas le fait économique, attention, entendons-nous bien, par le fait que l'Afrique est convoitée par les grandes puissances mondiales qui ont leur jeu politique et qui, ayant leur jeu politique, peuvent appuyer sur tel ou tel levier ou déclencheur pour leurs propres intérêts. Donc il y a tous ces éléments qui entrent en jeu. Mais, à la base, le fond du problème n'est pas un problème économique. Quand je vois les gens parler de l'Afrique, en général, en se pensant en plus des décolonisateurs ou des anticoloniaux, en général, tout leur bagage, on va dire, épistémologique est de type colonial, c'est-à-dire de type occidental. Et non seulement il l'est, mais il est projeté, moi qui suis marxiste, sans aucun respect de ce qu'on appelle le matérialisme historique, il est projeté de manière totalement artificielle sur un continent qui, si on le respecterait, on admettrait qu'il est encore un continent qui fonctionne de façon, on va dire, traditionnelle, c'est-à-dire sur la notion de famille élargie, et non pas sur la notion qui est consubstantielle aux droits de l'homme, qui est la notion d'individu. Voilà. Et il y a un contresens terrible. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on est un marxiste sérieux, comme le sont certains africanistes proches de moi, dont justement Pagani, Negroni, Adotevi, etc., le spécialiste de la négritude, on rejoint exactement cette critique de la pensée dominante que fait M. Lugan, qui serait plutôt un homme de droite, on va dire, traditionnaliste. Hein, voilà. Alors, il a levé effectivement cette hypothèque. C'est effectivement... si l'Afrique est souvent à feu et à sang en ce moment, c'est parce que pour des raisons effectivement d'impérialisme économique du Nord, les petits malins qui vendent l'abstraction des droits de l'homme et des découpages abstraits qui sont ces nations issues du colonialisme et qui se sont maintenues dans la décolonisation, ça veut très bien, quand ils veulent créer des conflits locaux pour capter des marchés, savent très bien comment fonctionnent en général les lignes de fragilité, les lignes de fracture ethnique pour appuyer dessus. C'est-à-dire que ce sont des manipulateurs et des menteurs. C'est-à-dire qu'à la limite, ils se servent du savoir de Lugan pour foutre la merde, pour des raisons de domination économique, en nous vendant un commentaire journalistique à la Bernard-Henri Lévy, donc on est venu pour les droits de l'homme. Alors que, regardez le laboratoire de la situation libyenne, on pourra en parler tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un BHL qui vous vend la démocratie et les droits de l'homme, on a des experts sur le terrain qui connaissent les lignes de fragilité, qui avait essayé d'ailleurs de dépasser un Kadhafi en essayant de faire accéder la Libye à la modernité d'une certaine manière, à la fois en faisant un pays alors que c'est pas un pays au départ, c'est l'Italie qui avait décidé que c'en était un, mais en même temps, à travers sa jamaïria, en respectant justement la réalité politique tribale, donc il avait articulé ces choses-là. Et c'est ça qu'on est venu désarticuler derrière. Hein, voilà. Et malheureusement, c'était fragile, et parce qu'effectivement, quand on repousse une ethnie à redevenir ce qu'elle était, en lui donnant des armes et de l'argent et en lui promettant un pouvoir global, en général, elle oublie ce saut dans la modernité qui était l'unité nationale pour retomber à la séquence d'avant. C'est pour ça qu'on pourra parler de la Libye tout à l'heure, parce que c'est très intéressant, et sans doute du Soudan. La Libye, c'est très important. Oui, parce que tout est là. Et moi, qui suis quelqu'un qui a une formation plutôt marxiste, je le rejoins sur plein de points. Hein. Déjà sur l'idée que, effectivement, quand on prétend défendre l'Afrique, on la défend malgré elle, et sans lui demander son avis, en général en niant sa réalité profonde historique, c'est-à-dire en projetant sur elle un découpage de nations qui est déjà de toute façon un artifice colonial, dans un but d'ailleurs de domination pervers, puisque en général c'est ne pas respecter les découpages ethniques. Et nous avons la même chose en France quand on prétend par exemple que cette région s'appelle Rhône-Alpes, pour casser la culture historique de l'Isère et de la Savoie, vous voyez, qui n'ont strictement rien à voir historiquement. Donc ce qu'on fait ici chez nous, on le fait aussi là-bas, évidemment. Et donc c'est déjà une première violence. Et c'est intéressant de toucher du doigt, grâce au savoir de M. Lugan, tout ce contresens où les trois quarts des gens qui prétendent aider l'Afrique, en parlant d'ailleurs d'Afrique, avec une vision continentale que n'ont aucun Africain, sauf ceux qui ont pris l'avion et qui sont venus faire leurs études à la Sorbonne, ce qui explique très bien Adotevi, parce que pour un Africain, au niveau de sa réalité historique et de son épistémologie, il n'y a pas de continent africain. Il y a la famille élargie, il y a son ethnie, et il n'y a pas de... Il faut avoir quitté l'Afrique et avoir fait des études à l'occidental et avoir pris l'avion de cette manière pour dire
le continent africain pour parler de panafricanisme, etc., etc. C'est déjà projeté sur l'Afrique un appareil conceptuel qui a à voir avec un niveau technologique et politique qui est celui de l'Occident et de l'Occident dominateur. Donc c'est le même paradoxe que quand, je dirais, Ouya Boutelja critique la colonisation française au nom des droits de l'homme. Je dis malheureusement, les droits de l'homme font partie du bagage colonial. Il faudrait que tu t'appuies sur un autre concept, parce que là, tu veux te battre contre quelqu'un en acceptant ses armes, et ces armes ont été créées pour ta défaite. Vous voyez ? Donc là, on est dans l'injonction à une certaine finesse et un certain respect. Et commencer par respecter l'Afrique, c'est respecter sa différence et ne pas justement lui jeter à la figure les termes de démocratie de façon abstraite, d'égalitarisme, etc., etc., en sachant que ça n'a pas de réalité profonde en Afrique, et c'est parce que ça n'a pas de réalité profonde que chaque fois qu'on passe ce vernis, c'est comme passer une peinture pour cacher quelque chose, ça ressort, la réalité profonde ressort, et surtout, à chaque fois, les manipulateurs du Nord, parce que ça, il faut bien l'admettre, savent très bien, eux, où appuyer pour que ça pète, pour que c'est fragile. La séparation du Soudan, elle a été facile à organiser, puisque justement, cet État qui s'appelle le Soudan n'a aucune réalité profonde historique, et il suffit d'appuyer sur les fractures ethniques traditionnelles. Et raciales. Et raciales. De toute façon, c'est toujours ethnico-racial. Hein. Les deux sont toujours articulés, pour que ça pète. Et accepter cette réalité complexe est fondamental. Deuxièmement, admettre que parfois ce sont des historiens blancs et européens qui maîtrisent bien cette réalité complexe, parce que les historiens locaux ont plutôt une culture locale, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'est pas dans la logique africaine d'avoir une culture continentale de l'Afrique, c'est-à-dire qu'en général, quand on m'a dit pourquoi vous ne donnez pas la parole à des historiens africains, parce que les historiens africains, s'ils sont réellement des historiens africains, ce sont des historiens topiques. Même chez Anta Diop, qui représente une pensée des années 60, se pose la question de l'égypto-nubien et de la domination égypto-nubienne. C'est une zone très circonscrite de l'Afrique, et le reste ne l'intéresse pas, et surtout ne correspond pas à sa culture historique, puisqu'effectivement, cette grande échelle continentale, c'est nos échelles à nous. À la limite, la géopolitique africaine est déjà une importation allemande et une projection allemande sur l'Afrique, qui d'ailleurs peut être très pertinente et très intéressante, mais qui ne peut pas être fait par un Africain, ou seulement par un Africain, qui a fait depuis les années 30 des études en France et en Allemagne. Et c'est tout d'ailleurs ce côté très douloureux, quelque part, et très habile et très pervers de ces historiens que je respecte moi, dont Ado Tevi, je vous engage à lire Négritude et négrologie d'Ado Tevi, qui dit tout le combat pour la négritude et l'idée de négritude est une pensée de nègre blanc, c'est-à-dire de fils de la grande bourgeoisie africaine collaborationniste qui a fait ses études à la Sorbonne. Et c'est là qu'ils ont acquis toute cette épistémologie blanche occidentale et qu'ils l'ont après reprojetée sur l'Afrique. Vous voyez, pour en faire une idéologie de combat, souvent d'ailleurs pour prendre le pouvoir dans leur pays d'origine. Voilà. Et de comprendre tout ça est fondamental pour ne pas parler comme un gauchiste, parce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire ne dire que des bêtises inutiles, souvent arrogantes, et surtout qui prétendent défendre des gens en les enfonçant. Et puis d'ailleurs, en général, les défendre, alors que ça aussi, c'est quelque chose que je préfère remarquer. Avant que la colonisation existe, même, et la nôtre qui s'est faite, évidemment, on fait partie de la colonisation française, la colonisation anglo-saxonne, la nôtre qui s'est faite au nom des droits de l'homme, de l'égalité, etc., et pas l'anglaise qui s'est faite au nom de la grandeur du roi d'Angleterre, ce qui était moins malhonnête. Chaque fois que nous sommes allés là-bas, ça c'est un constat que peut-être que tu peux valider, nous avons apporté quelque chose là-bas qui n'existait pas, parce que nous sommes là-bas dans des économies de la rareté, mais nous avons apporté la misère. La misère n'existe pas dans l'Afrique traditionnelle. Pour des raisons d'ailleurs violentes, c'est que, comme dirait l'autre, il n'y a pas d'handicapés dans les sociétés traditionnelles. On est dans des économies de la survie. Et c'est nous qui avons apporté avec tout ça la misère. Et le mieux que nous aurions à faire, c'est vrai, si à un moment donné on veut aider l'Afrique, c'est peut-être d'en partir. S'en aller et de fermer notre gueule. Parce que c'est là où moi, à la limite, je donne raison d'une certaine manière à Kémy Séba, sans rentrer dans le débat. Chaque fois qu'on veut se substituer à eux, leur expliquer comment ils pourraient accéder au développement, soi-disant, c'est-à-dire se soumettre à d'autres modèles, qui est quand même un modèle qui n'est pas à part sur le plan technicien, qui n'est pas d'une grande efficacité, sur le plan de la spiritualité ou de la paix sociale, et même de la paix guerrière tout court, puisque nous sommes les sociétés qui avons produit, sur une séquence de 2 siècles, le plus grand taux de morts qui ait jamais existé dans l'histoire, et en plus, entre blancs de même civilisation et de même religion, entre blancs chrétiens, allemands, français, anglais, russes, etc. Donc, pour lancer le débat de manière dépassionnée, je veux dire que, après avoir admis que M. Lugan connaissait bien mieux le sujet souvent qu'un gauchiste qui croit aimer l'Afrique parce qu'il aime le djembé, ou parce qu'il aimerait y aller en vacances, ou parce qu'il a travaillé pour Médecins du Monde, qui est quand même le colonialisme le plus stupide et le plus pervers qui ait jamais existé.
C'est en général très agréable pour aller s'amuser et tirer des gonzesses. Tous ceux qui l'ont fait le savent. Mais ça n'a pas beaucoup à voir avec le respect et la connaissance de l'Afrique. Hein. Quand on a admis que le mieux qu'on aurait à faire, c'est de se barrer et de laisser l'Afrique se gérer elle-même, sans doute, pour faire baisser le taux de misère et de violence. Deuxièmement, quand on a admis que les meilleurs africanistes sont souvent des Français et des Anglais. Des Anglais maintenant. Des Anglais, oui, les Français, malheureusement, à cause de l'idéologie tiers-mondiste qui a été une catastrophe, puisque l'idéologie tiers-mondiste a eu pour but, à un moment donné, quand le prolétariat a commencé à s'essouffler et à ne pas tenir les promesses que la bourgeoisie de gauche avait pour lui, est allé chercher un prolétariat de rechange avec le tiers-monde, qui est un concept abstrait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, les immigrés vont accomplir le projet marxiste. Et ce terme d'immigré est d'une abstraction totale. Cette abstraction complètement malhonnête, on la retrouve d'ailleurs chez Ouria Boutelja, qui vous prétend que face aux blancs colonisateurs, même une fois qu'il est indigène chez lui, en face, il y aurait l'immigré. Et l'immigré, c'est aussi bien l'Algérien que le Tunisien, que le Marocain, mais aussi que l'Africain subsaharien, le Malien, le Sénégalais, ce qui est une négation totale de la diversité et de la complexité de ces êtres-là. Et quiconque a mis les pieds au Maghreb ou en Afrique sait très bien que le Maghrébin et l'Africain, c'est pas du tout le même. Hein. Et qu'il existe les mêmes rapports, je dirais, si on veut projeter les concepts du Parti socialiste, le même rapport de racisme et de mépris plus ou moins réciproque entre un Algérien et ce qu'il y a au sud de l'Algérie, qu'entre un Français on va dire de souche et un jeune des cités. Finalement, notre impérialisme épistémologique et intellectuel a fait beaucoup de dégâts quand il a été, comment dirais-je, importé sans aucun respect, je dirais, du matérialisme historique, qui est qu'une fait que pour accéder à l'individualité, il faut la société industrielle, il faut la mort de Dieu, il faut des tas de conditions préalables qui sont une séquence historique qui nous a pris 2 siècles, et que quand on transpose du jour au lendemain de force et sans aucun respect toute cette épistémologie qui donne aussi de la politique et du constitutionnel dans un monde qui n'a rien à voir ou peu à voir, on crée un grand chaos. Et donc, à la limite, ce constat de Lugan, qui est tout sauf pour moi un constat impérialiste, et plutôt un constat humble, de dire voilà, l'Afrique fonctionne essentiellement sur l'ethnico-racial et sur la famille élargie, c'est-à-dire sur le tribal. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Finalement, malgré les manipulations économiques, les zones de rupture et de cassure sont toujours au même endroit, parce que malgré les habillages successifs liés à la colonisation et à la décolonisation, qui est une colonisation plus subtile pour tous ceux qui l'ont compris aujourd'hui. Et à la guerre froide. Oui, aussi, bien sûr, les rapports Est-Ouest. Aujourd'hui, le rôle des Israéliens, des Américains, des Chinois, des Libanais. Enfin, voilà, finalement, par respect et par humilité, aller vers la complexité et se méfier effectivement de tous ces discours qui ont beaucoup à voir avec la manipulation politique et le gauchisme, c'est-à-dire avec la malhonnêteté de certains et la naïveté des autres, qui nous parlent en termes de black, de blanc, avec des concepts très très creux et très vides de racisme. Parler de racisme dans une société de type tribal, ça n'a aucun sens, puisque, comme vous le savez, si vous faites de l'anthropologie, n'est un être humain que celui qui fait partie de la tribu, et l'autre, on les appelle les sauvages, on les appelle les non-hommes. Mais c'est-à-dire qu'en Afrique, ça existe aussi. À part que le racisme, il est circonscrit sur des zones de 20 km parfois. C'est-à-dire que cette idée que celui qui n'est pas de la famille élargie n'est pas un homme est consubstantielle à l'anthropologie primitive et même traditionnel, hein, parce que c'est la même chose chez les Grecs, faut pas oublier. Ou à un moment donné, celui qui n'est pas grec, on peut tout lui faire parce qu'il n'est pas racialement des nôtres. Faut pas oublier que c'est tout ce qu'a rencontré Alexandre le Grand comme problème quand il a voulu justement sortir de ce concept racial macédonien. Il s'est pris dans la gueule son propre peuple qui a dit non, il n'est pas question que nous fassions d'un hindou un grec, hein, parce que un grec c'est quelqu'un qui il y a une dimension du sang et de la race. Hein, voilà. Donc cette notion de frontière est fondamentale, parce que dans la société africaine traditionnelle, nous étions dans des mondes de basse pression démographique. Oui. Ce qui fait que les sociétés étaient des sociétés qui avaient... On peut faire remarquer que l'Afrique est le continent le moins peuplé du monde. Hein, parce que les gens voient toujours une femme avec plein de gosses, mais en fait, c'est au kilomètre carré là où il y a le moins de monde. Hein. Et au début de la période coloniale, à la veille, l'Afrique était vide. Ce qui fait que les sociétés traditionnelles, en dehors de certaines zones très restreintes, des cas particuliers, étaient des zones qui avaient un cœur nucléaire, et autour de ce cœur nucléaire était gravé un certain nombre d'atomes villageois qui dépendaient du cœur central,
et qui était entièrement tourné vers le cœur central, non pas vers les périphéries, mais vers le cœur. Et à l'extérieur de ces atomes, qui étaient les villages périphériques, il y avait des no man's land. C'est-à-dire qu'on ne sortait pas de chez soi pour rentrer chez le voisin. On sortait de chez soi pour rentrer dans des territoires qui étaient soit le domaine des dieux, soit des domaines de parcours des uns et des autres en fonction des saisons. Et c'est au terme de ce territoire que l'on rentrait dans le territoire d'un autre peuple ou d'une autre tribu. Ce qui fait que la colonisation et la post-colonisation vont avoir des conséquences considérables. Un, la croissance démographique, qui va faire que cet habitat ne va plus être un habitat concentré sur des zones avec des vides les séparant, mais les vides vont être comblés, et il va y avoir une proximité et une juxtaposition. Et cette proximité et cette juxtaposition vont être accélérées par le phénomène de frontières, qui vont obliger à vivre ensemble des peuples qui jusque-là ne vivaient pas entre eux. Donc c'est un phénomène qui est aggravant. Kadhafi était un personnage qui avait une vision politique, qui avait une vision géopolitique. Il a été présenté comme un farceur, comme un original. Il avait des côtés assez originaux, c'est certain. Vestimentairement, oui. Mais il avait surtout une vision politique. Kadhafi, à la différence des actuels chefs responsables politiques de Libye, n'est pas un homme du littoral. Tous les chefs qui, à l'heure actuelle, dirigent la Libye sont des hommes qui sont les héritiers des grandes familles bourgeoises citadines qui étaient tournées vers la Méditerranée et vers le monde ottoman. Et j'allais dire que le pays réel de la Libye, c'était l'intérieur. C'était les populations nomades. Et ces habitants des villes ont toujours vécu en Libye dans la terreur des raids que les nomades pouvaient lancer sur ces villes. Et Kadhafi faisait partie d'une tribu fort intéressante, la tribu des Khadafa, qui est une tribu, si vous avez la carte de la Libye en tête, et si vous mettez Sirte, vous voyez Sirte, le golfe des Sirtes, et si vous tracez une ligne depuis les Sirtes jusque vers le sud, jusque vers les frontières du Tchad, vous avez très exactement la ligne de partage entre la Cyrénaïque à l'est et la Tripolitaine à l'ouest. Encore la longue durée, déjà à l'époque gréco-égyptienne, la Cyrénaïque regardait vers le Nil et la Tripolitaine regardait vers Carthage. Et lorsque l'Empire romain s'est séparé, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, la frontière en Afrique était dans le golfe des Sirtes. Vous voyez cette permanence de l'histoire et de la géographie. Et Kadhafi appartenait à une tribu peu nombreuse au point de vue humain, 70 000, 80 000 personnes, mais essentielle dans l'histoire de cette région. Car c'était une tribu de grands nomades. Quelle est la différence entre le grand nomade et le petit nomade? Le petit nomade élève des moutons et des chèvres, c'est-à-dire qu'il est collé à 200 km du littoral. Le grand nomade élève des dromadaires et il traverse le Sahara. Et la tribu de Kadhafi était une tribu de grands nomades. Et Kadhafi a été bercé toute son enfance par les récits que racontaient ses oncles, ses cousins, ses parents, du temps béni des grandes caravanes transsahariennes. Ce qui fait que pour Kadhafi, la Libye, c'était l'Afrique. C'était pas tellement le monde méditerranéen. Et c'est pour cela qu'il a eu une politique à la fois avec les Touaregs. C'est pour ça qu'il a eu une politique avec les Toubous. Parce qu'il avait pris conscience de cette réalité qui était que les populations qui vivent dans le Sahara ne sont pas les populations d'Afrique du Nord et ne sont pas les populations du Bilad al-Soudan, du pays des Noirs. Il l'avait compris. Il l'a mal expliqué, et surtout son projet est arrivé au moment de la guerre froide, au moment de l'opposition des blocs, etc., ce qui fait qu'il a été pris comme un déstabilisateur. Mais l'idée qu'avait Kadhafi de créer une sorte de fédération des populations sahariennes était une grande idée. Une idée, bien entendu, imparfaite. Mais c'est pour cela que j'aime bien parler de cela, parce que, en plus, la manière dont a fini Kadhafi, qui est une manière absolument ignoble, la façon dont nous lui avons fait une guerre d'extermination, alors que cet homme avait un projet. Voilà. Donc simplement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la Libye. Et j'aimerais rebondir sur un troisième point, sur l'exploitation du fait ethnique par les pays du Nord. Je vais prendre l'exemple des États-Unis et du Rwanda.
Les États-Unis, à la différence des Français, partent du réel. Et ils se servent du réel pour accomplir leur politique. J'allais presque dire leur forfait, disons de leur politique. Tandis que nous, Français, refusons le réel ethnique et nous essayons de nous débrouiller par d'autres moyens pour gérer la situation africaine. Au moment où la Sorbonne et les hautes études en sciences sociales disaient que les Tutsis et les Hutus avaient été créés par les missionnaires et par les colonisateurs, les Américains avaient compris que l'appui donné aux Tutsis allait leur permettre d'évincer complètement la France de toute l'Afrique centrale et de ses tentatives de pénétration en Afrique orientale. Et les Américains avaient compris qu'en s'appuyant, alors eux qui parlent des droits de l'homme, eux qui parlent de la démocratie, en s'appuyant sur un peuple minoritaire, c'est-à-dire les Tutsis, qui sont 10%, mais qui ont une forte conscience identitaire, qui ont une forte tendance militaire, ce sont des gens organisés, c'est les fondateurs du Rwanda, du Burundi, ce sont des fondateurs d'États. En s'appuyant sur cette minorité, ça allait leur permettre de déstabiliser complètement la partie de l'Afrique centrale de façon à pouvoir jouer leur propre jeu politique. Donc, ce que disait Soral tout à l'heure est parfaitement exact. Ils vont utiliser les réalités ethniques que nous nions au nom des droits de l'homme, et eux vont s'en servir pour déstabiliser, avec l'argument des droits de l'homme, mais pour finalement faire leurs bonnes affaires et s'installer dans cette région à l'heure actuelle. Le président du Rwanda, Kagame, est véritablement l'homme des Américains. C'est l'homme c'est véritablement le relais de l'influence américaine et israélienne également dans cette partie de l'Afrique. Parce que l'Afrique n'intéresse pas que les Américains et les Européens. Toutes les grandes puissances ont des intérêts en Afrique, les Chinois, les Indiens. C'est une énorme réserve de matières premières, il ne faut pas oublier. Oui, énorme réserve de matières premières. Donc très peu exploitée, donc très peu exploitée. C'est l'avenir, quoi. Et donc, c'est... Oui, c'est pour ça qu'on ne laissera pas les Africains, comment dirais-je, se diriger eux-mêmes, quand on parlait de ce vœu pieux tout à l'heure, parce qu'il est évident que dans cette concurrence de grandes puissances, États-Unis, Chine, dans laquelle participent forcément les Russes et l'Europe, etc., un des plus gros réservoirs de matières premières, et de toutes les matières premières, parce qu'il y a tout en Afrique, c'est l'Afrique. Donc il est évident que ce processus colonial pervers au nom des droits de l'homme ne peut que continuer et même s'aggraver. On voit bien d'ailleurs que l'Afrique est à feu et à sang, l'Afrique centrale en ce moment est à feu et à sang, parce qu'évidemment, respecter les Africains et les laisser se débrouiller entre eux voudrait dire en gros, à la limite, devenir simplement client des Africains et acheter les matières premières au prix où ils veulent bien nous les vendre, ce qui était d'ailleurs la situation de Kadhafi, et c'est à cette situation-là qu'on a mis un terme, c'est-à-dire toujours pareil, l'échange inégal, on achète les matières premières au prix qu'on veut en les extrayant nous-mêmes, et on empêche le développement, après on peut parler du développement, et on les oblige à acheter des produits finis très chers, hein. C'est toujours ça le rapport de domination nord-sud. Donc ce qui est certain, c'est que non seulement cette réalité ethnique est indépassable, mais que comme les prédateurs impériaux n'abandonneront pas l'Afrique à elle-même, pas à cause de ses habitants, mais à cause de son sous-sol, la souffrance de l'Afrique, la fin de la souffrance de l'Afrique n'est pas pour demain. Ça, c'est aussi une certitude dont on doit avoir conscience. C'est pour ça que, à part faire un commentaire, je vois pas très bien d'ailleurs ça serait un peu impérialiste d'y penser, je vois pas très bien ce qu'on peut faire demain pour empêcher le chaos africain de se généraliser. Je crois que malheureusement, j'ai pas beaucoup d'espoir. Je sais pas ce que tu en penses. Non, non, parce que l'on dit bien sûr les frontières. Certes, les frontières constituent une cause aggravante, mais paradoxalement, si vous prenez l'histoire de l'Afrique depuis les indépendances, il n'y a quasiment pas eu de guerre pour des frontières. En dehors de la guerre du Sahara occidental, rivalité algéro-marocaine, mais qui est un cas particulier. En dehors de la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée, mais c'est un problème de décolonisation interne de l'Éthiopie. En dehors de 2 ou 3 petits affrontements qui ont pu avoir lieu ici ou là, les frontières n'ont pas généré des conflits extérieurs. Les frontières génèrent des crises intérieures. Car les frontières sont des prisons, ce sont des barbelés qui enferment des peuples. Plus grave encore que couper des peuples, car les frontières coupent des peuples. Mais plus grave, elles forcent à vivre ensemble des peuples
qui n'ont jamais vécu ensemble, qui n'ont jamais voulu vivre ensemble. Je pense que l'aspect négatif et chrysogène de la frontière est plus important par l'aspect rassemblement que par l'aspect séparation. Prenons l'exemple du Mali. Voilà, là, on est en plein dedans, l'exemple du Mali. L'affaire du Mali n'est pas une affaire islamiste. Ça, c'est du baratin pour les petits-enfants. Le phénomène islamiste, j'allais dire, c'est la surinfection de la plaie. La guerre du Mali existe depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années, les populations sahariennes, essentiellement touaregs et maures, tentent de pousser vers le sud, vers le fleuve. Pour une raison très simple, le fleuve, c'est l'eau. Et il faut bien faire voir les troupeaux. Et périodiquement, le long du fleuve, se créent des grands États. Des grands États qui sont des États noirs. Royaume de Ghana, Empire de Mali, Empire Songhai. Et quand ces États existent, ils arrivent à contrôler les Touaregs et les Maures, ils les tiennent dans le désert, où ils établissent des partenariats avec eux pour le commerce transsaharien jusque vers l'Afrique du Nord, vers le Maghreb. Or, là, nous sommes dans une phase qui est une phase nouvelle, qui fait que la conquête coloniale a rassemblé au sein de mêmes États ces populations qui étaient les radieurs et les radiés. Les nomades du Nord qui descendaient régulièrement radier les villages sédentaires du Sud, et les sédentaires du Sud qui devaient être les plus nombreux possibles pour se défendre contre les razzias venus du Nord. Voilà que nous mettons dans la même cage le renard et le poulet. Bon. Il est bien évident que ça ne peut que mal se passer. Sauf intervention extérieure. Sauf intervention extérieure. Qui justifie une présence militaire pour obliger ces gens-là à vivre ensemble, alors que dès qu'on s'en va... Regardez ce qui a failli se passer à Kidal et à Ménaka. L'armée française, qui avait passé un accord avec les Touaregs ont aidé l'armée française en échange d'une promesse de l'armée française qui était de ne pas laisser monter l'armée malienne. Parce que l'armée malienne a suffisamment ethnocidé dans le monde touareg et maure pour que ces populations s'en méfient. Les Touaregs et les Maures ne sont pas innocents non plus. Mais je ne blâme ni ne loue, nous racontons. Notre problème n'est pas de juger, n'est-ce pas? Et voilà que, finalement, que disent les Maliens? Enfin, certes, les Français, vous êtes bien gentils. Merci de nous avoir sauvés. Merci. Mais nous sommes un pays indépendant. De quel droit l'armée qui nous a sauvés, qui est l'armée de l'ancien colonisateur, peut-il interdire à la glorieuse armée malienne de remonter et prendre la totalité du territoire? Oui, mais on s'est entendu que les Touaregs, donc les Maliens ont voulu monter. Les Touaregs ont dit, s'ils montent, on les flingue. Et, l'armée française était là au milieu. Ce qui fait qu'il a fallu négocier avec les uns et les autres. Mais cette négociation ne durera pas éternellement, à moins de recoloniser le Mali. Si l'armée française partira un jour ou l'autre, comme le problème politique entre les nordistes et les sudistes n'a pas été réglé, la guerre reprendra. L'islam n'a rien à voir là-dedans. Cette guerre existait avant l'islam. L'islamisme va être un élément, je le dis, c'est la surinfection de la plaie. Mais ce n'est pas la cause de la plaie. Alors nous prenons toujours des vessies pour des lanternes et l'analyse est toujours faussée, tout simplement parce que nous avons affaire soit à des gens qui nient la réalité, soit à des gens qui sont malhonnêtes, qui sont malhonnêtes, et souvent les deux. Je voulais rebondir justement sur quand tu parlais d'une voix, d'un homme, une voix, qui est la notion du pouvoir quantitatif. Dans ce monde qui est le monde traditionnel, il y a essentiellement deux catégories d'êtres, un peu comme chez nous avant. Il y a les sédentaires producteurs et les nomades plutôt prédateurs. Et là, il y a des différences qui sont admises dans tous ces univers-là, qui sont des différences qualitatives. C'est-à-dire que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais le nomade, du fait qu'il est plus guerrier et qu'il est plus prédateur, se considère comme supérieur au sédentaire qui est devenu un producteur relativement désarmé. Alors il y a deux dimensions qualitatives. Il y a d'abord qu'il faut beaucoup plus de sédentaires pour lutter contre moins de nomades qui sont en général des guerriers mobiles. Et deuxièmement, parce que le système de valeurs traditionnel fait que le guerrier est toujours supérieur à celui qui cultive. Ce qui veut dire que dans des endroits où le petit nombre de nomades s'estime supérieur et donc habilité à dominer politiquement un grand nombre de sédentaires dominés mais plus nombreux, la démocratie vient foutre en l'air cette hiérarchie traditionnelle
et créer des ressentiments et de violences terribles. Ce qui veut bien dire que la lecture quantitative et purement mathématique n'a aucune valeur, parce qu'effectivement, c'est un peu ce que Kadhafi nous a démontré. Lui, appartenant à une tribu de grands nomades, d'ailleurs il est mort comme un grand nomade, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé se planquer ailleurs. Il est mort avec ses fils, d'ailleurs. Il a respecté toutes les traditions, effectivement, de ces nomades combattants et mobiles. Il a essayé une sortie. Et ça a failli. Il aurait pu se barrer en Arabie Saoudite, oui, comme à Ben Ali ou je sais pas quoi, ou à Moubarak. Il est resté fidèle à sa tradition parce que il est mort dans l'honneur en réalité, comme justement un type qui monte sur des chameaux et pas sur des chèvres. Et en fait, de comprendre que ces valeurs hiérarchiques ne sont pas basées sur le plus grand nombre, mais sur la fonction, et de bien distinguer ce qu'on essaye de nous faire oublier chez nous, le distinguo justement entre sédentaire et entre nomade, et que le nomade est toujours plus ou moins un prédateur, c'est-à-dire effectivement un homme qui vit soit du commerce, soit de la razzia, parce que c'est celui qui se déplace, et que quand on se déplace, on travaille moins, on produit moins, parce que pour produire, il faut se fixer, de nier ces réalités profondes, qu'on nie d'ailleurs chez nous en douce, puisque nous sommes aussi dominés par des prédateurs nomades, mais d'un autre type chez nous. Je ne vais pas aborder d'autres sujets plus gênants, parce qu'ils ont muté, effectivement. C'est effectivement ne pas voir effectivement comment l'injonction de la démocratie quantitative est une insulte terrible à des gens qui s'estiment supérieurs et qui le sont de fait dans le rapport de force. Voilà. Donc ça, c'était une violence. Et une autre remarque que je voulais faire, c'était sur l'idée, puisque c'était le titre de la conférence, vision ethnique ou vision de classe. Pour qu'on accède à une société de classe, c'est le grand sociologue marxiste Kluskar qui l'a bien démontré, il faut passer par une structure de la parenté qui s'appelle l'exogamie monogamique, c'est-à-dire sortir de la division familiale du travail et de la famille élargie. Tant qu'on est dans la division familiale du travail et la famille élargie, la lecture de classe a peu de valeur, parce qu'en réalité, elle n'a pas encore pu s'imposer. C'est-à-dire que dire quelle est la bourgeoisie dans telle société, non, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire plutôt quelle est l'ethnie dominante et comment, par sa famille élargie, elle règne. Et en général, la famille élargie contient et du bourgeois et du prolétaire. Simplement, il y a une continuité de solidarité qui constitue une force. Et ce qui veut bien dire que quand on parle de rapport de classe sans qu'on ait accédé à la réalité à une réalité de classe réellement par cette structure de la parenté historique qui s'appelle l'exogamie monogamique, et que donc on est sorti radicalement de l'endogamie par cette injonction qui est notre réalité à nous, c'est-à-dire que nous on doit se marier, je veux dire pratiquement obligatoirement en dehors de la famille, alors que là-bas c'est plutôt l'inverse, on maintient la force de la tribu en restant à l'intérieur. Cette lecture de classe n'a pas beaucoup de valeur, et c'est pour ça aussi je dis, les vrais marxistes sérieux qui maîtrisent effectivement le matérialisme historique et ses structures, ne tombent pas dans la naïveté de projeter une lecture de classe sur une société qui n'a pas accédé, et qui n'y accédera peut-être jamais, mais en tout cas qui n'a pas suivi le même processus matérialiste historique pour accéder à une lecture où la lecture de classe est la plus valide, même s'il y a toujours un peu de lecture de classe. Et donc, ça veut bien dire que le marxiste réellement compétent, qui ne prend pas le marxisme pour une religion ou pour un truc de lourdingue, rejoint en réalité l'analyse traditionnaliste, au moins dans le constat. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur quantitatif, qualitatif, nomade, prédateur et sédentaire, producteur, et aussi société de classe impliquant l'exogamie monogamique généralisée en termes de structure de la parenté, ce qui n'est pas le cas d'une réalité qui est encore ethno-tribale. Voilà. Alors je rebondis à mon tour sur cette question qui m'intéresse parce que en fait c'est le sujet de ma thèse de doctorat d'État en 6 tomes, voilà, sur le rapport nomade sédentaire dans la région interlacus de l'Afrique orientale. C'est une question fondamentale parce que, en dehors des chasseurs-cueilleurs-récolteurs qui vivaient dans des milieux refuges résiduels, l'Afrique traditionnelle était une Afrique divisée en 2 grands ensembles, les pasteurs et les sédentaires, les agriculteurs, avec bien entendu des sous-différences qui étaient excessivement complexes. Mais grosso modo, il y avait les agriculteurs sédentaires et les pasteurs. Or, les pasteurs n'ont pas toujours constitué des États. Mais quand des États se sont constitués dans les grandes zones mixtes, ce sont les pasteurs qui les ont constitués. Et les pasteurs ont toujours été minoritaires. Pourquoi ? Parce que, alors que dans la société africaine traditionnelle, la notion de contrôle des naissances est un tabou absolu, une abomination, chez les pasteurs, le contrôle des naissances était une obligation. Pour des raisons fonctionnelles. Pour des raisons fonctionnelles, parce que le pasteur aligné
le croix humain sur le croix des vaches. Ils savaient, ou des dromadaires. Ils savaient très bien que trop de bovins ou trop de camelins sur un pâturage entraînait la mort du troupeau. Or, ils vivaient du troupeau. Donc, ils ont toujours aligné leur croix humain sur les possibilités du bétail. Le problème est qu'ils vivaient confrontés à des populations qui, elles, avaient une toute autre philosophie de l'existence. Les agriculteurs sédentaires, qui, eux, au contraire, croissaient et multipliaient. Plus il y aura de bras, et plus on pourra défricher. Plus on défrichera, et plus on aura des greniers importants. Plus on aura des greniers importants, et plus on aura des vassaux. Et plus on aura des vassaux, et plus on pourra se défendre précisément contre les nomades du désert. Donc, deux mentalités totalement différentes. Dans l'une, le culte de la minorité. Dans l'autre, le culte de la reproduction, de l'abondance humaine. Ceci va entraîner des différences psychologiques considérables. Parce que le pasteur, qui est moins nombreux, alors nous sommes dans des logiques totalement non occidentales, au sens européen du terme. Il n'est de légitimité chez nous que des majorités. Pas du tout. Dans les sociétés pastorales, où l'on va cultiver, au contraire, l'aspect de la minorité, il va falloir tirer parti de la minorité pour réussir à s'imposer aux majorités voisines et qui appartiennent à des ethnies ou à des races différentes. Alors comment va-t-on le faire? Par la richesse, par l'aspect guerrier, par certaines vertus que l'on appelle des vertus sociales négatives, qui, chez nous, paraissent comme des crimes ou des délits, mais qui, dans les sociétés pastorales, vont être au contraire des grandes vertus, le mensonge, la dissimulation. Par exemple, je vous prends un exemple très simple dans une société que je connais bien, qui est la société de l'ancien Rwanda Tutsi. Pour qu'un jeune Tutsi puisse accéder à un rang de commandement, je parle d'un jeune Tutsi de bonne famille, il fallait qu'il ait compris la phrase suivante. Alors vous allez bien réfléchir et vous allez voir que l'aspect est assez compliqué. Quand tu es assis à côté de ton frère, arrange-toi pour lui brûler le dos avec un fer rouge. Et quand ton frère se retourne vers toi, avec un visage exprimant à la fois douleur et étonnement, il faut que ton propre visage dégage une telle impression que ton frère puisse se dire « Quelle chance j'ai dans ma douleur d'avoir un frère qui m'aime autant ». Voilà. Alors, s'ils avaient compris cela, on pouvait peut-être commencer à les éduquer pour devenir des chefs. Donc, deux mentalités complètement différentes, deux sociétés complètement différentes, à la fois par le nombre, à la fois par l'orientation, à la fois par l'allure, par j'allais dire, la philosophie, la Weltanschauung, comme diraient les Allemands, la philosophie de l'existence, c'est le monde environnement, la façon de vivre dans l'environnement. Voilà qui est fondamental. Voilà pourquoi l'ethnographie, l'ethnologie est fondamentale. Voilà pourquoi on ne peut pas faire d'explication politique de l'Afrique si on ne fait pas de l'ethnologie, si on ne fait pas de l'histoire, si on ne fait pas de la géographie. C'est fondamental. Respecter l'Afrique, c'est essayer de la comprendre dans sa complexité, voir finalement à la fois comment il y a certains invariants humains, effectivement, de l'intérêt bien compris, qu'il n'y a pas d'idéalisme à projeter sur l'Africain qui, d'un seul coup, serait le bon sauvage, qui d'ailleurs, je l'ai déjà démontré, n'existe pas chez Rousseau, c'est encore une mauvaise lecture de Rousseau. Il y a finalement, en faisant ce travail, je dirais, de connaissance, de complexité et quelque part d'humilité, un début effectivement de conclusion qui est de dire, nous devrions laisser les Africains se débrouiller entre eux. Deuxièmement, malheureusement, quand on a dit ça, on sait que ça risque d'être un vœu pieux, car les grandes puissances, effectivement impériales, rivales, voient l'Afrique non pas comme un peuple à élever vers les droits de l'homme, mais une réserve naturelle de prédation en termes de matières premières et même en termes de camps de vacances et de safari, parce que finalement, ce que les gens aiment en Afrique, c'est l'Afrique, et ce qu'ils détestent, c'est les Africains, quand on s'en rend bien compte. C'est-à-dire que si on peut, à la limite, s'en débarrasser en douce par le sida, et une chose d'ailleurs dont on pourrait parler, qui recouvre des tas d'autres choses, il y a aussi cette idée-là, c'est que qui a réellement envie
que l'Afrique devienne autonome et que les Africains prennent possession de l'Afrique et qui croissent et qui multiplient dans l'abondance, en réalité, si on cherche, pratiquement personne. Ce n'est pas la vision des Africains eux-mêmes, de ceux qui dirigent l'Afrique, ce n'est pas la vision ni l'intérêt des impériaux. Donc, on peut se contenter pour l'instant effectivement de se hisser au niveau de la complexité du sujet, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire, Absolument. Pour arrêter au moins de dire des bêtises. Comme voilà. Sarkozy, je rebondis également sur Sarkozy. Sarkozy, dans son discours de Dakar, qui n'a probablement pas écrit lui-même, s'est inscrit très exactement dans la lignée de Jules Ferry. Ouais. La République coloniale de la gauche colonisatrice. Souvenez-vous, et là je fais toujours le parallèle entre deux visions de l'Afrique, entre la vision jacobine, républicaine et de gauche, qui va être parfaitement bien illustrée par Léon Blum à l'Assemblée nationale en 1934 ou 1935, qui dit « Il est du devoir des peuples supérieurs d'apporter la civilisation aux peuples qui ne l'ont pas encore connue. » C'était déjà une situation de Jules Ferry. Oui, c'est une phrase de Ferry. Qu'il reprend. Au même moment. Et François Hollande est venu, le premier type devant qui il s'est prosterné après son élection, c'est Jules Ferry. Donc c'est vraiment une continuité maçonnique de gauche. Au même moment, le maréchal Lyautey, qui est un catholique de droite, un légitimiste, un monarchiste, mais qui est surtout un ethno-différentialiste, parce que les autres sont des universalistes. Lyautey est un ethno-différentialiste. Lyautey dit non, les Africains ne sont pas inférieurs, ils sont autres. La notion d'inférieur, de supérieur est une notion de gauche, c'est une notion issue des droits de l'homme, de la République. Pourquoi ? La France n'est plus la fille aînée de l'Église, elle est la fille aînée des droits de l'homme. Les tables de la loi démocratique lui sont tombées sur la tête avec la Révolution française, et il est du devoir, parce que la France est généreuse, il est du devoir de faire connaître au monde. La France ne doit pas garder pour elle ces tables de la loi démocratique. Le devoir de la France est de coloniser pour faire connaître au monde entier la bonne parole démocratique qui est tombée à la suite des philosophes du XVIIIe siècle. Et ceci va être une constante dans la République coloniale, une constante de gauche. Alors le drame, c'est que les gens de droite vont être embarqués là-dedans. Alors les gens de droite, au départ, la droite légitimiste, dans les années 1880, est tout à fait contre la colonisation. Elle est qui est également un piège tendu par l'Allemagne pour que la France abandonne la compétition européenne pour se tourner vers la colonisation, qui est en général la garantie, avec les marchés captifs coloniaux, d'une baisse du niveau de la production sur le plan scientifique. C'est pour ça qu'à un moment, les Allemands, qui eux jouent le marché intérieur européen, deviennent les meilleurs en physique-chimie, parce qu'ils sont obligés de jouer la qualité des produits, alors que nous pouvons vendre à un marché captif colonial de la drouille, vous voyez. Et ce débat qui a eu lieu à l'Assemblée déjà à l'époque, ceux qui étaient contre la colonisation disaient ne tombons pas dans le piège de Bismarck, ce sont les Allemands qui veulent nous pousser à la colonisation pour qu'on leur abandonne l'Europe. Et c'est vrai que le combat intra-européen exigeait une excellence sur le plan technicien bien supérieure. Et donc on peut aussi comprendre la question comme ça. Nous sommes fait avoir d'une certaine manière en rentrant dans cette compétition coloniale avec l'Angleterre que nous ne pouvions que perdre en plus. Allons plus loin. Poussons ton raisonnement jusqu'à l'époque contemporaine. Le fait d'avoir un marché colonial protégé va tuer une partie de l'industrie française. Tandis que des pays comme l'Allemagne, la Hollande, qui ont eu la chance de perdre leur colonie, l'Allemagne en 18, la Hollande en 46, l'Indonésie, ou les pays qui n'ont jamais eu de colonie en Europe, eux, ont dû, au lendemain du second conflit mondial, au moment où l'Europe se reconstruisait, partir dans la modernisation la plus totale, pendant que nous avons vécu à l'abri des marchés protégés. Ce qui fait que le jour où l'Empire n'a plus existé, eh bien les fabriques de chéchia de Roubaix sont tombées, les fabriques de savon de Marseille ou de corderie de Marseille sont tombées, et l'industrie française n'avait pas fait le grand bond. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, dans la période 60-80, que les pays qui étaient les plus en retard en Europe étaient les pays qui avaient gardé le plus longtemps un empire colonial. Le Portugal, la France, la Grande-Bretagne, etc. Alors que ceux qui étaient en avance, la Suède, l'Allemagne, la Hollande, pays qui n'avaient pas... Qui sont des bons arguments pour être anticolonialistes sans tomber dans la repentance et les réparations. Il y a tout à fait un bon argumentaire anticolonial, de dire que toute cette aventure était à part pour ceux qui en ont tiré profit, qu'on va appeler l'oligarchie maçonnique
et comme on disait après, et plutocrates, j'enlève un des termes pour pas retomber dans les mauvaises périodes, c'est parce que eux, effectivement, se sont fait des sous. Le peuple français, lui, n'en a pas tiré grand avantage, à part s'extasier sur l'épopée des revues en couleur, parce que ça le faisait rêver de voir le général Bugeaud, etc. Mais le peuple français agricole et ouvrier n'a pas tiré profit de la colonisation. Il a regardé ça comme un match de football, d'une certaine manière. On lui a vendu comme une espèce d'épopée où on rivalise avec les autres et où on domine facilement. Ça n'a enrichi qu'un très petit nombre de gens, toujours les mêmes d'ailleurs, qui sont d'ailleurs toujours là. C'est pour ça que pour détricoter tout ça, c'est dire la colonisation n'était pas l'intérêt du peuple de France. Le peuple de France n'y a pas participé, on fait le remarquer aussi, puisque depuis les guerres napoléoniennes, la France est un pays grand et peu peuplé, avec une grande richesse agricole qui fait qu'il n'y a pas de misère pour que les gens émigrent violemment comme les Italiens du Sud ou les Irlandais. Donc c'est aussi l'échec de la colonisation fait que les Français ont regardé le spectacle de la colonisation dans la revue des Deux Mondes, mais n'y sont pas allés. Il faut oublier que l'Algérie était colonisée beaucoup par des Maltais, par des Espagnols, par des Portugais, et par très peu de Français, et tellement peu qu'à un moment donné, démographiquement en 1950, il n'y a pas assez de Français, ce qui n'est pas le cas de la colonisation des États-Unis, où à la fin, il y a beaucoup plus de colonisateurs que d'Indiens. Vous voyez, c'est aussi ça qui fait le jeu. C'est pour ça que tout ça, ce sont des bons arguments. La colonisation, il ne fallait pas la faire. Le peuple français n'y avait pas intérêt. Il ne l'a pas fait. On lui a pas demandé son avis. C'est pas lui qui s'est enrichi. La droite catholique était contre. C'était un piège tendu par l'Allemagne, finalement, pour qu'on perde notre domination sur l'Europe. L'Europe, où au moins là, c'était une rivalité entre nous, c'est-à-dire entre peuples qui avaient la même histoire et la même épistémologie. Entre cousins. Entre cousins, on va dire. Donc tout ça, c'est un bon matériau pour être à la fois anticolonialiste sans tomber dans tout le baratin insupportable de la repentance et de la réparation. Ça correspond ni au logiciel d'un guerrier berbère, ni au logiciel français. Ça, voilà, donc, et ça, je le dis à nos amis issus de la colonisation, ne prenez pas ces armes-là pour lutter, car ce ne sont pas les vôtres, elles ne correspondent pas ni à votre tradition, ni à votre morale, et vous subirez la même déboire que le cran, à qui on a dit récemment, vous le savez, votre souffrance de la déportation esclavagiste est tellement incommensurable qu'elle est inchiffrable, donc vous ne toucherez rien. Voilà. Je leur avais déjà annoncé, moi, et maintenant ils commencent à s'énerver. Pour revenir à ce point également, la colonisation a enrichi des Français et elle a ruiné la France. Et elle a ruiné la France dès le début. Dès le début, pourquoi? Parce que le pari de Jules Ferry était le suivant. Nous allons faire de bonnes affaires aux colonies, et comme nous allons faire de bonnes affaires aux colonies, le capitalisme va investir aux colonies. Manque de chance, à la veille de la guerre de 14, donc au moment véritablement où l'Empire était le plus puissant, les investissements privés français dans la totalité de l'Empire, je dis bien dans la totalité de l'Empire, était inférieur aux investissements français dans le seul Empire ottoman. Ça veut dire que dès avant 14, le capitalisme français, et Jacques Marseille l'a bien montré dans sa thèse, s'était détourné des colonies. Pourquoi? Car ce n'étaient pas des marchés rentables. Pourquoi n'étaient-ce pas des marchés rentables? Parce que pour mettre en valeur, il fallait ouvrir des routes, faire des pistes, créer des infrastructures. Le capitalisme n'était pas intéressé par cela. Les seuls qui étaient intéressés, c'étaient les commerçants directement, qui allaient faire du commerce de traite. On vend des barils de rhum, on ramasse ces devises, on voit de l'argent, toujours les militaires étaient intéressés, et ce qu'on appelle les cadets de la bourgeoisie, et par exemple les Corses, ceux à qui on donnait la gestion coloniale. Mais c'est autre chose. Oui. C'est la gestion coloniale et la fabrication de la colonie. Mais je parle au point de vue économique. Oui. Ce qui fait que, très rapidement, l'État français, qui s'était créé des contraintes de souveraineté, a dû se substituer au capitalisme défaillant. Comment l'État français s'est-il substitué? Par l'emprunt. Donc l'emprunt a retiré des fonds disponibles dans le bas de laine de nos arrière-grands-parents, fonds qui auraient pu être utilisés à créer des industries, des infrastructures en Europe, pour aller créer en Afrique les infrastructures nécessaires à la mise en valeur qui avaient été négligées par les capitalistes. Et tout ceci était chiffré. La thèse de Jacques Marseille, ce qui explique un ancien marxiste. Ce qui explique la décolonisation. Parce que la décolonisation, c'est quoi? C'est les avantages de la colonisation sans ses désavantages. C'est-à-dire, on ne garde
que l'échange inégal économique discret, mais on supprime les routes, les drapeaux français, les casernes, l'hôpital, etc. Tout ce qui faisait la fierté, en fait, du soldat et du citoyen français à distance, qui était cette plus grande France, c'est-à-dire le fait qu'on puisse voir effectivement le drapeau français flotter de Brest à Tamanrasset, ou j'en sais rien. Et en fait, la décolonisation, c'est le début de la colonisation intelligente, on va le dire, du point de vue français. C'est-à-dire qu'on a les avantages de la rente coloniale sans les coûts exorbitants sans les contraintes de la représentation française. Voilà. Et c'est ça le plus pervers, c'est qu'en fait on a commencé à faire de la colonisation efficace au moment de la décolonisation en donnant les indépendances. Et vous savez qu'il n'y a eu qu'un seul référendum pour l'indépendance, je crois qu'il a été perdu, et que les indépendances ont été imposées sans jamais demander l'avis aux populations locales, parce qu'on s'est rendu compte que peut-être elles seraient contre, en réalité. Ça, c'est un autre sujet. Parce que, en fait, elles, ce qu'elles voulaient, souvent, c'était être intégrées réellement, totalement, et à égalité dans l'Empire français. Hein, qui était l'idée effectivement, d'avoir tous la citoyenneté. C'est pour ça que la colonisation est un énorme mensonge, et la décolonisation est la continuation du même mensonge. Voilà. Et en réalité, la décolonisation, c'est continuer à exploiter les matières premières, mais en ne finançant plus en échange, des hôpitaux, et en ne s'occupant plus de la baisse de la mortalité par des vaccinations, etc. Ce qui effectivement est dans une vraie logique du capital, c'est-à-dire un capital qui ne fait plus de droits de l'homme, hein, voilà, et qui laisse d'ailleurs cette gestion des droits de l'homme au privé à travers des associations comme Médecins sans frontières, etc. C'est-à-dire la charité privée, qui est en général un autre outil de manipulation. C'est Lyautey qui dit en arrivant au Maroc, surtout, si ce que je dois éviter, je ne veux pas algérianiser le Maroc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout ne pas appliquer les systèmes de gestion appliqués depuis 1870. Parce que jusqu'avant 1870, l'administration d'Algérie était une administration militaire, avec les bureaux arabes, qui défendaient les populations précisément contre la spoliation de certains rapaces. Et au lendemain de la révolution, de la chute de l'Empire, Napoléon III, en 1870, qui arrive au pouvoir? Ce sont les démocrates universalistes, avec Crémieux, avec toute l'équipe Gambetta, avec Jules Ferry, et qui vont, du jour au lendemain, plaquer sur l'Algérie l'administration française. Le préfet du Nord va devenir demain le préfet de Constantine, alors qu'auparavant, les officiers des affaires indigènes sur place, les bureaux arabes, qu'on appelait les bureaux arabes, parlaient les langues, connaissaient les dialectes de chaque sous-région, etc. Et du jour au lendemain, l'on veut couler l'Algérie dans le moule jacobin français. Voilà, c'est là que tout a dérapé. Et Lyautey, qui lui, je l'ai dit, est un ethno-différentialiste, est un authentique homme de droite, et qui est dit non, surtout pas, ne pas algérianiser le Maroc, c'est-à-dire garder les institutions du Maroc. Je suis le premier serviteur du sultan, dit Lyautey. Lyautey va ressortir des vieilles lois qui étaient tombées en désuétude pour, au contraire, remettre le côté chérifien en avant. Et Lyautey va tout faire pour restaurer le Maroc dans ce qu'il avait de plus profond. Résultat, au Maroc, Lyautey est encore aimé. Et surtout, le contentieux, comment dirais-je, post-colonial est bien moins violent avec les Marocains qu'avec les Algériens, parce que la manière dont c'est un protectorat. Hein, c'est un protectorat. La manière dont les Français on va dire, l'administration française, l'État français, parce que les Français c'est toujours une abstraction, se sont comportés au Maroc, fait qu'il y a beaucoup moins de détestation des Français au Maroc que de détestation des Français en Algérie. Donc, ça veut bien dire que cette gestion qui respecte ethno-différentialiste, en dernière instance, produit, on le constate, moins de violence et moins de ressentiment. C'est-à-dire que les Algériens ne nous remercient pas beaucoup aujourd'hui finalement de l'avoir imposé un modèle constitutionnel étatique qui est d'ailleurs le leur complètement. Ils le ressentent, même s'ils l'ont adopté totalement, ils le ressentent comme une violence. C'est assez paradoxal. En fait, ils l'ont totalement intégré, mais en même temps, ils nous le reprochent et ils le ressentent comme une violence. Mais imaginons que le Maroc ait été confié, au moment du protectorat, à un grand préfet de la République. Le Maroc aurait été massacré. Le Maroc ne serait pas passé à travers les mailles républicaines. Et Lyautey était un grand lord colonial, et Lyautey, d'ailleurs Lyautey a été chassé par qui du Maroc? Par Pétain.
C'est Pétain qui est un républicain, parce que Lyautey est un monarchiste. La grande opposition Pétain-Lyautey, c'est l'opposition de l'officier colonial brillant et l'autre, l'officier métropolitain, qui a une carrière brillante à la fin, mais toute sa vie un peu triste. Les garnisons de Champagne, ça n'a pas le prestige de la vallée de la Moulouya ou des grands raids dans la plaine de Guercif. Et donc, Pétain va arriver au Maroc au moment de la guerre du Rif, alors que Lyautey est en train de la gagner, cette guerre du Rif, d'une manière traditionnelle. Lyautey ne veut pas éliminer Abdelkrim, parce que Lyautey se rend compte qu'Abdelkrim est un grand bonhomme, et Lyautey veut faire avec Abdelkrim comme il avait fait avec les grands chefs berbères, les Zayan, les Zaïd Serouchen, les Zaïd Adidou, etc., qui s'étaient battus héroïquement contre les Français et qui finalement avaient déposé les armes, mais d'une manière noble et chevaleresque, et Lyautey a pris sur lui le dépôt d'armes de ces tribus pour remettre cette fidélité au sultan, car ces tribus ne voulaient pas directement prêter la beïa au sultan. Et par l'intermédiaire de Lyautey, elles ne se déconsidéraient pas, puisqu'elles faisaient transmettre leur hommage par celui qui les avait vaincus. Et il voulait faire la même chose avec Abdelkrim, de façon à ramener Abdelkrim dans l'entité marocaine. Pétain est envoyé par la République française, et Pétain dit pas du tout, ça c'est des histoires de coloniaux, il faut faire la guerre. Et Pétain va faire la guerre du Rif et va procéder à ce que l'on peut appeler un génocide dans le Rif. Parce que la manière dont la guerre du Rif a été menée, alors que Lyautey était en train de la gagner par le jeu des tribus et par les alliances et par les discussions, par la politique du prestige, Pétain va faire bombarder, etc., etc. C'est donc la grande et Pétain, qui est donc bien en cours à Paris, va faire partir Lyautey du Maroc. Donc Lyautey va démissionner, va rentrer, et du coup, le Rif va être soumis à un déluge de feu et d'acier. Résultat, dans les années 1954-55, quand des événements vont se produire au moment de la lutte pour l'indépendance au Maroc, eh bien, le Haut Atlas ne bougera pas, le Moyen Atlas ne bougera pas, va bouger le Rif, parce que le souvenir de la répression des années 25-30 est encore là, et ça va être un nouveau feu qui va démarrer, et le gouvernement marocain, après le départ des Français, va avoir beaucoup de mal à reprendre en main cette région du Rif. Petite remarque, ce qui est triste dans tout ça, c'est que la gauche qui porte cette épopée coloniale, aujourd'hui, la reproche à la droite, qui n'en voulait pas et qui aujourd'hui l'assume bêtement par, je dirais, patriotisme un peu naïf. Parce que vous, qui avez été élevé à l'école de la République, pensez tous que la colonisation c'est de droite et que la gauche était contre. Alors historiquement, c'est exactement l'inverse. Et c'est là où on voit cette malhonnêteté, je dirais pas éternelle, mais constante de cette gauche menteuse permanente. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on nous apprend en gros que la colonisation est une histoire de droite à laquelle s'est opposée la gauche. Et les pires, d'ailleurs, anticoloniaux sont ceux qui se sont plus sucrés. Je rappellerai comme meilleur exemple Mendès France. Mendès France qui incarne, soi-disant, cette gauche de la décolonisation et dont toute la fortune familiale vient du trafic d'esclaves. Ce sont des séfarades portugais de la très grande bourgeoisie dont la fortune immense vient du commerce triangulaire. Et ce mensonge est constant et profondément, pour celui qui a la culture, je dirais pas insupportable, mais très très agaçant, parce que c'est toujours les pires qui nous donnent des leçons, et toujours ceux finalement qui n'ont rien à se reprocher, qui par culture chrétienne se sentent que si on leur reproche quelque chose, c'est que ça doit être vrai, et qui prennent la faute sur eux, alors que finalement ils se prennent pour pas grand-chose. Non, mais parce que tu as la culture pour. Mais beaucoup de gens aujourd'hui prennent... J'ai encore parlé avec un chauffeur de taxi tout à l'heure en prenant mon train, qui était un jeune turco-marocain qui m'avait reconnu et qui m'a sorti un nombre de conneries sur Le Pen. Il était très sympa, hein, et j'ai mis un quart d'heure, et à la fin, il a voulu faire une photo avec moi. En un quart d'heure, j'ai réussi à détricoter à peu près toutes les conneries qu'on lui avait dit sur Le Pen. Il avait gobé, malgré lui, tout le catéchisme de la gauche socialiste mitterrandienne. Et comme il avait je dirais une espèce de virilité et d'honnêteté naturelle, bah tout ce qu'on a mis dans la gueule se tournait en agressivité stupide. Finalement, contre qui? Contre le Français de souche avec qui, finalement, en valeur absolue, il a le plus de parenté psychologique. Et il se retrouvait finalement soumis, malgré lui,
aux pires manipulateurs, qui devraient être normalement les gens qui le méprisent le plus et qui lui ressemblent le moins. Donc moi je conclurai là-dessus. Hein. Voilà, parce que c'est une des grandes tristesses, et d'où l'intérêt de produire ce genre de conférences dans le but est d'élever le niveau de culture et de finesse et de complexité. Il n'y a pas de conclusion positive à tout ça. C'est à la fin, il n'y a pas, on touche pas d'argent, quoi. Hein. Je veux dire, c'est simplement, on pose le problème de manière suffisamment complexe pour qu'il n'y ait plus de réponse simpliste qui pourrait déboucher sur de l'agressivité et de la violence. Parce que quand on pose les questions dans leur complexité, en général, ça empêche la violence bête, directe et binaire. C'est justement dans la guerre du Rif. Hein. On est dans la subtilité, et en général, la subtilité produit moins, et la complexité produit moins de morts, on va dire, que les grandes idées simples, hein, où on rassemble deux camps, et puis après, on les fait s'entretuer jusqu'au dernier, quoi. Voilà. Puisque justement, cet État qui s'appelle le Soudan n'a aucune réalité profonde historique, et il suffit d'appuyer sur les fractures ethniques traditionnelles et raciales. Et racial. De toute façon, c'est toujours ethnico-racial. Hein. Les deux sont toujours articulés pour que ça pète. Et accepter cette réalité complexe est fondamental. Deuxièmement, admettre que parfois ce sont des historiens blancs et européens qui maîtrisent bien cette réalité complexe, parce que les historiens locaux ont plutôt une culture locale, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'est pas dans la logique africaine d'avoir une culture continentale de l'Afrique, c'est-à-dire qu'en général, quand on m'a dit pourquoi vous ne donnez pas la parole à des historiens africains, parce que les historiens africains, s'ils sont réellement des historiens africains, ce sont des historiens topiques. Même chez Anta Diop, qui représente une pensée des années 60, se pose la question de l'égypto-nubien et de la domination égypto-nubienne. C'est une zone très circonscrite de l'Afrique, et le reste ne l'intéresse pas, et surtout ne correspond pas à sa culture historique, puisqu'effectivement, cette grande échelle continentale, c'est nos échelles à nous. À la limite, la géopolitique africaine est déjà une importation allemande et une projection allemande sur l'Afrique, qui d'ailleurs peut être très pertinente et très intéressante, mais qui ne peut pas être faite par un Africain, ou seulement par un Africain qui a fait depuis les années 30 des études en France et en Allemagne. Et c'est tout d'ailleurs ce côté très douloureux, quelque part, et très habile et très pervers de ces historiens que je respecte moi, dont Ado Tevi, je vous engage à lire Négritude et négrologie d'Ado Tevi, qui dit tout le combat pour la négritude et l'idée de négritude est une pensée de nègre blanc, c'est-à-dire de fils de la grande bourgeoisie africaine collaborationniste qui a fait ses études à la Sorbonne. Et c'est là qu'ils ont acquis toute cette épistémologie blanche occidentale et qu'ils l'ont après reprojetée sur l'Afrique. Vous voyez, pour en faire une idéologie de combat, souvent d'ailleurs pour prendre le pouvoir dans leur pays d'origine. Voilà. Et de comprendre tout ça est fondamental pour ne pas parler comme un gauchiste, parce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire ne dire que des bêtises inutiles, souvent arrogantes, et surtout qui prétendent défendre des gens en les enfonçant. Et puis d'ailleurs, en général, les défendre, alors que ça aussi, c'est quelque chose que je préfère remarquer. Avant que la colonisation existe, même, et la nôtre qui s'est faite, évidemment, on fait partie de la colonisation française, la colonisation anglo-saxonne, la nôtre qui s'est faite au nom des droits de l'homme, de l'égalité, etc. Et pas l'anglaise qui s'est faite au nom de la grandeur du roi d'Angleterre, ce qui était moins malhonnête. Chaque fois que nous sommes allés là-bas, ça c'est un constat que peut-être que tu peux valider, nous avons importé quelque chose là-bas qui n'existait pas, parce que nous sommes là-bas dans des économies de la rareté, mais nous avons apporté la misère. La misère n'existe pas dans l'Afrique traditionnelle. Pour des raisons d'ailleurs violentes, c'est que, comme dirait l'autre, il n'y a pas d'handicapés dans les sociétés traditionnelles. On est dans des économies de la survie. Et c'est nous qui avons apporté avec tout ça la misère. Et le mieux que nous aurions à faire, c'est vrai, si à un moment donné on veut aider l'Afrique, c'est peut-être d'en partir. S'en aller et de fermer notre gueule. Parce que c'est là où moi, à la limite, je donne raison d'une certaine manière à Kémy Séba, sans rentrer dans le débat. Chaque fois qu'on veut se substituer à eux, leur expliquer comment ils pourraient accéder au développement, soi-disant, c'est-à-dire se soumettre à d'autres modèles, qui est quand même un modèle qui n'est pas à part sur le plan technicien, qui n'est pas d'une grande efficacité, sur le plan de la spiritualité ou de la paix sociale, et même de la paix guerrière tout court, puisque nous sommes les sociétés qui avons produit, sur une séquence de 2 siècles, le plus grand taux de morts qui ait jamais existé dans l'histoire, et en plus, entre blancs de même civilisation et de même religion, entre blancs chrétiens, allemands, français, anglais, russes, etc. Donc, pour lancer le débat de manière dépassionnée, je veux dire que, après avoir admis que M. Lugan connaissait bien mieux le sujet souvent qu'un gauchiste qui croit aimer l'Afrique parce qu'il aime le djembé, ou parce qu'il aimerait y aller en vacances, ou parce qu'il a travaillé pour Médecins du Monde, qui est quand même le colonialisme le plus stupide et le plus pervers qui ait jamais existé.
C'est en général très agréable pour aller s'amuser et tirer des gonzesses. Tous ceux qui l'ont fait le savent. Mais ça n'a pas beaucoup à voir avec le respect et la connaissance de l'Afrique. Hein. Quand on a admis que le mieux qu'on aurait à faire, c'est de se barrer et de laisser l'Afrique se gérer elle-même, sans doute, pour faire baisser le taux de misère et de violence. Deuxièmement, quand on a admis que les meilleurs africanistes sont souvent des Français et des Anglais. Des Anglais, maintenant. Des Anglais, oui, les Français, malheureusement, à cause de l'idéologie tiers-mondiste qui a été une catastrophe, puisque l'idéologie tiers-mondiste a eu pour but, à un moment donné, quand le prolétariat a commencé à s'essouffler et à ne pas tenir les promesses que la bourgeoisie de gauche avait pour lui, est allé chercher un prolétariat de rechange avec le tiers-monde, qui est un concept abstrait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, les immigrés vont accomplir le projet marxiste. Et ce terme d'immigré est d'une abstraction totale. Cette abstraction complètement malhonnête, on la retrouve d'ailleurs chez Ouria Boutelja, qui vous prétend que face aux blancs colonisateurs, même une fois qu'il est indigène chez lui, en face il y aurait l'immigré. Et l'immigré, c'est aussi bien l'Algérien que le Tunisien, que le Marocain, mais aussi que l'Africain subsaharien, le Malien, le Sénégalais, ce qui est une négation totale de la diversité et de la complexité de ces êtres-là. Et quiconque a mis les pieds au Maghreb ou en Afrique sait très bien que le Maghrébin et l'Africain, c'est pas du tout le même. Et qu'il existe les mêmes rapports, je dirais, si on veut projeter les concepts du Parti socialiste, le même rapport de racisme et de mépris plus ou moins réciproque entre un Algérien et ce qu'il y a au sud de l'Algérie, qu'entre un Français on va dire de souche et un jeune des cités. Finalement, notre impérialisme épistémologique et intellectuel a fait beaucoup de dégâts quand il a été, comment dirais-je, importé sans aucun respect, je dirais, du matérialisme historique, qui est une... Hérité de la décolonisation, aggravé par l'idéologie des droits de l'homme, aggravé par la compétition internationale, parce que l'Afrique, alors je ne nie pas le fait économique, attention, entendons-nous bien, par le fait que l'Afrique est convoitée par les grandes puissances mondiales qui ont leur jeu politique, et qui, ayant leur jeu politique, peuvent appuyer sur tel ou tel levier ou déclencheur pour leurs propres intérêts. Donc il y a tous ces éléments qui entrent en jeu. Mais, à la base, le fond du problème n'est pas un problème économique. Quand je vois les gens parler de l'Afrique, en général, en se pensant en plus des décolonisateurs ou des anticoloniaux, en général, tout leur bagage, on va dire, épistémologique est de type colonial, c'est-à-dire de type occidental. Et non seulement il l'est, mais il est projeté, moi qui suis marxiste, sans aucun respect de ce qu'on appelle le matérialisme historique, il est projeté de manière totalement artificielle sur un continent qui, si on le respecterait, on admettrait qu'il est encore un continent qui fonctionne de façon, on va dire, traditionnelle, c'est-à-dire sur la notion de famille élargie, et non pas sur la notion qui est consubstantielle aux droits de l'homme, qui est la notion d'individu. Voilà. Et il y a un contresens terrible. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on est un marxiste sérieux, comme le sont certains africanistes proches de moi, dont justement Pagani, Negroni, Adotevi, etc., le spécialiste de la négritude, on rejoint exactement cette critique de la pensée dominante que fait M. Lugan, qui serait plutôt un homme de droite, on va dire, traditionnaliste. Hein, voilà. Alors, il a levé effectivement cette hypothèque. C'est effectivement... si l'Afrique est souvent à feu et à sang en ce moment, c'est parce que pour des raisons effectivement d'impérialisme économique du Nord, les petits malins qui vendent l'abstraction des droits de l'homme et des découpages abstraits qui sont ces nations issues du colonialisme et qui se sont maintenues dans la décolonisation, ça veut très bien, quand ils veulent créer des conflits locaux pour capter des marchés, savent très bien comment fonctionnent en général les lignes de fragilité, les lignes de fracture ethnique pour appuyer dessus. C'est-à-dire que ce sont des manipulateurs et des menteurs. C'est-à-dire qu'à la limite, ils se servent du savoir de Lugan pour foutre la merde, pour des raisons de domination économique, en nous vendant un commentaire journalistique à la Bernard-Henri Lévy, donc on est venu pour les droits de l'homme. Alors que, regardez le laboratoire de la situation libyenne, on pourra en parler tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un BHL qui vous vend la démocratie et les droits de l'homme, on a des experts sur le terrain qui connaissent les lignes de fragilité, qui avait essayé d'ailleurs de dépasser un Kadhafi en essayant de faire accéder la Libye à la modernité d'une certaine manière, à la fois en faisant un pays alors que c'est pas un pays au départ, c'est l'Italie qui avait décidé que c'en était un, mais en même temps, à travers sa Jamaïria, en respectant justement la réalité politique tribale, donc il avait articulé ces choses-là. Et c'est ça qu'on est venu désarticuler derrière. Hein, voilà. Et malheureusement, c'était fragile, et parce qu'effectivement, quand on repousse une ethnie à redevenir ce qu'elle était, en lui donnant des armes et de l'argent et en lui promettant un pouvoir global, en général, elle oublie ce saut dans la modernité qui était l'unité nationale pour retomber à la séquence d'avant. C'est pour ça qu'on pourra parler de la Libye tout à l'heure, parce que c'est très intéressant, et sans doute du Soudan. La Libye, c'est très important. Oui, parce que tout est là. Et moi, qui suis quelqu'un qui a une formation plutôt marxiste,
je le rejoins sur plein de points. Hein. Déjà sur l'idée que, effectivement, quand on prétend défendre l'Afrique, on la défend malgré elle et sans lui demander son avis, en général en niant sa réalité profonde historique, c'est-à-dire en projetant sur elle un découpage de nations qui est déjà de toute façon un artifice colonial, dans un but d'ailleurs de domination pervers, puisque en général c'est ne pas respecter les découpages ethniques. Et nous avons la même chose en France quand on prétend par exemple que cette région s'appelle Rhône-Alpes, pour casser la culture historique de l'Isère et de la Savoie, vous voyez, qui n'ont strictement rien à voir historiquement. Donc ce qu'on fait ici chez nous, on le fait aussi là-bas, évidemment. Et donc c'est déjà une première violence. Et c'est intéressant de toucher du doigt, grâce au savoir de M. Lugan, tout ce contresens où les trois quarts des gens qui prétendent aider l'Afrique, en parlant d'ailleurs d'Afrique, avec une vision continentale que n'ont aucun Africain, sauf ceux qui ont pris l'avion et qui sont venus faire leurs études à la Sorbonne, ce qui explique très bien à Dotévi, parce que pour un Africain, au niveau de sa réalité historique et de son épistémologie, il n'y a pas de continent africain. Il y a la famille élargie, il y a son ethnie, et il n'y a pas de... Il faut avoir quitté l'Afrique et avoir fait des études à l'occidental et avoir pris l'avion, de cette manière, pour dire le continent africain, pour parler de panafricanisme, etc., etc. C'est déjà projeté sur l'Afrique un appareil conceptuel qui a à voir avec un niveau technologique et politique qui est celui de l'Occident et de l'Occident dominateur. Donc c'est le même paradoxe que quand, je dirais, Ouya Boutelja critique la colonisation française au nom des droits de l'homme. Je dis malheureusement, les droits de l'homme font partie du bagage colonial. Il faudrait que tu t'appuies sur un autre concept, parce que là, tu veux te battre contre quelqu'un en acceptant ses armes, et ces armes ont été créées pour ta défaite. Vous voyez ? Donc là, on est dans l'injonction à une certaine finesse et un certain respect. Et commencer par respecter l'Afrique, c'est respecter sa différence et ne pas justement lui jeter à la figure les termes de démocratie de façon abstraite, d'égalitarisme, etc., etc., en sachant que ça n'a pas de réalité profonde en Afrique, et c'est parce que ça n'a pas de réalité profonde que chaque fois qu'on passe ce vernis, c'est comme passer une peinture pour cacher quelque chose, ça ressort, la réalité profonde ressort, et surtout, à chaque fois, les manipulateurs du Nord, parce que ça, il faut bien l'admettre, savent très bien, eux, où appuyer pour que ça pète, pour que c'est fragile. La séparation du Soudan, elle a été facile à organiser. Vous avez très exactement la ligne de partage entre la Cyrénaïque à l'est et la Tripolitaine à l'ouest. Encore la longue durée, déjà à l'époque gréco-égyptienne, la Cyrénaïque regardait vers le Nil et la Tripolitaine regardait vers Carthage. Et lorsque l'Empire romain s'est séparé, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, la frontière en Afrique était dans le golfe des Syrtes. Vous voyez cette permanence de l'histoire et de la géographie. Et Kadhafi appartenait à une tribu peu nombreuse au point de vue humain, 70 000, 80 000 personnes, mais essentielle dans l'histoire de cette région. Car c'était une tribu de grands nomades. Quelle est la différence entre le grand nomade et le petit nomade ? Le petit nomade élève des moutons et des chèvres, c'est-à-dire qu'il est collé à 200 km du littoral. Le grand nomade élève des dromadaires et il traverse le Sahara. Et la tribu de Kadhafi était une tribu de grands nomades. Et Kadhafi a été bercé toute son enfance par les récits que racontaient ses oncles, ses cousins, ses parents, du temps béni des grandes caravanes transsahariennes. Ce qui fait que pour Kadhafi, la Libye, c'était l'Afrique. C'était pas tellement le monde méditerranéen. Et c'est pour cela qu'il a eu une politique à la fois avec les Touaregs. C'est pour ça qu'il a eu une politique avec les Toubous. Parce qu'il avait pris conscience de cette réalité qui était que les populations qui vivent dans le Sahara ne sont pas les populations d'Afrique du Nord et ne sont pas les populations du Bilad al-Soudan, du pays des Noirs. Il l'avait compris. Il l'a mal expliqué. Et surtout, son projet est arrivé au moment de la guerre froide, au moment de l'opposition des blocs, etc., ce qui fait qu'il a été pris comme un déstabilisateur. Mais l'idée qu'avait Kadhafi de créer une sorte de fédération des populations sahariennes était une grande idée. Une idée, bien entendu, imparfaite. Mais c'est pour cela que j'aime bien parler de cela, parce que, en plus, la manière dont a fini Kadhafi, qui est une manière absolument ignoble, la façon dont nous lui avons fait une guerre d'extermination, alors que cet homme avait un projet. Voilà. Donc simplement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la Libye. Et j'aimerais rebondir sur un troisième point, sur l'exploitation du fait ethnique par les pays du Nord. Je vais prendre l'exemple des États-Unis et du Rwanda. Les États-Unis
à la différence des Français, partent du réel. Et ils se servent du réel pour accomplir leur politique. J'allais presque dire leur forfait, disons de leur politique. Tandis que nous, Français, refusons le réel ethnique et nous essayons de nous débrouiller par d'autres moyens pour gérer la situation africaine. Au moment où la Sorbonne et les hautes études en sciences sociales disaient que les Tutsis et les Hutus avaient été créés par les missionnaires et par les colonisateurs, les Américains avaient compris que l'appui donné aux Tutsis allait leur permettre d'évincer complètement la France de toute l'Afrique centrale et de ses tentatives de pénétration en Afrique orientale. Et les Américains avaient compris qu'en s'appuyant, alors eux qui parlent des droits de l'homme, eux qui parlent de la démocratie, en s'appuyant sur un peuple minoritaire, c'est-à-dire les Tutsis, qui sont 10%, mais qui ont une forte conscience identitaire, qui ont une forte tendance militaire, sont des gens organisés, c'est les fondateurs du Rwanda, du Burundi, ce sont des fondateurs d'État. En s'appuyant sur cette minorité, ça allait leur permettre de déstabiliser complètement la partie de l'Afrique centrale de façon à pouvoir jouer leur propre jeu politique. Donc, ce que disait Soral tout à l'heure est parfaitement exact. Ils vont utiliser les réalités ethniques que nous nions au nom des droits de l'homme, et eux vont s'en servir pour déstabiliser, avec l'argument des droits de l'homme, mais pour finalement faire leurs bonnes affaires et s'installer dans cette région. À l'heure actuelle, le président du Rwanda, Kagame, est véritablement l'homme des Américains. C'est l'homme c'est véritablement le relais de l'influence américaine et israélienne également dans cette partie de l'Afrique. Parce que l'Afrique n'intéresse pas que les Américains et les Européens. Toutes les grandes puissances ont des intérêts en Afrique, les Chinois, les Indiens. C'est une énorme réserve de matières premières, il ne faut pas oublier. Oui, énorme réserve de matières premières. Donc très peu exploitée, donc très peu exploitée. C'est l'avenir, quoi. Et donc, c'est... Oui, c'est pour ça qu'on ne laissera pas les Africains, comment dirais-je, se diriger eux-mêmes, quand on parlait de ce vœu pieux tout à l'heure, parce qu'il est évident que dans cette concurrence de grandes puissances, États-Unis, Chine, dans laquelle participent forcément les Russes et l'Europe, etc., un des plus gros réservoirs de matières premières, et de toutes les matières premières, parce qu'il y a tout en Afrique, c'est l'Afrique. Donc il est évident que ce processus colonial pervers au nom des droits de l'homme ne peut que continuer et même s'aggraver. On voit bien d'ailleurs que l'Afrique est à feu et à sang, l'Afrique centrale en ce moment est à feu et à sang, parce qu'évidemment, respecter les Africains et les laisser se débrouiller entre eux voudrait dire en gros, à la limite, que pour accéder à l'individualité, il faut la société industrielle, il faut la mort de Dieu, il faut des tas de conditions préalables qui sont une séquence historique qui nous a pris 2 siècles, et que quand on transpose du jour au lendemain de force et sans aucun respect toute cette épistémologie qui donne aussi de la politique et du constitutionnel dans un monde qui n'a rien à voir ou peu à voir, on crée un grand chaos. Et donc, à la limite, ce constat de Lugan, qui est tout sauf pour moi un constat impérialiste, est plutôt un constat humble, de dire voilà, l'Afrique fonctionne essentiellement sur l'ethnico-racial et sur la famille élargie, c'est-à-dire sur le tribal. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Finalement, malgré les manipulations économiques, les zones de rupture et de cassure sont toujours au même endroit, parce que malgré les habillages successifs liés à la colonisation et à la décolonisation, qui est une colonisation plus subtile pour tous ceux qui l'ont compris aujourd'hui. Et à la guerre froide. Oui aussi, bien sûr, les rapports Est-Ouest. Aujourd'hui, le rôle des Israéliens, des Américains, des Chinois, des Libanais. Enfin, voilà, finalement, par respect et par humilité, aller vers la complexité et se méfier effectivement de tous ces discours qui ont beaucoup à voir avec la manipulation politique et le gauchisme, c'est-à-dire avec la malhonnêteté de certains et la naïveté des autres, qui nous parlent en termes de black, de blanc, avec des concepts très très creux et très vides de racisme. Parler de racisme dans une société de type tribal, ça n'a aucun sens, puisque, comme vous le savez, si vous faites de l'anthropologie, n'est un être humain que celui qui fait partie de la tribu, et l'autre, on les appelle les sauvages, on les appelle les non-hommes. C'est-à-dire qu'en Afrique, ça existe aussi. À part que le racisme, il est circonscrit sur des zones de 20 km parfois. C'est-à-dire que cette idée que celui qui n'est pas de la famille élargie n'est pas un homme est consubstantielle à l'anthropologie primitive et même
même traditionnelle, hein, parce que c'est la même chose chez les Grecs, faut pas oublier. Ou à un moment donné, celui qui n'est pas grec, on peut tout lui faire parce qu'il n'est pas racialement des nôtres. Faut pas oublier que c'est tout ce qu'a rencontré Alexandre le Grand comme problème quand il a voulu justement sortir de ce concept racial macédonien. Il s'est pris dans la gueule son propre peuple qui a dit non, il n'est pas question que nous fassions d'un hindou un grec, parce que un grec c'est quelqu'un qui il y a une dimension du sang et de la race. Voilà. Donc cette notion de frontière est fondamentale, parce que dans la société africaine traditionnelle, nous étions dans des mondes de basse pression démographique. Oui. Ce qui fait que les sociétés étaient des sociétés qui avaient... On peut faire remarquer que l'Afrique est le continent le moins peuplé du monde. Parce que les gens voient toujours une femme avec plein de gosses, mais en fait, c'est au kilomètre carré là où il y a le moins de monde. Et au début de la période coloniale, à la veille, l'Afrique était vide. Ce qui fait que les sociétés traditionnelles, en dehors de certaines zones très restreintes, des cas particuliers, étaient des zones qui avaient un cœur nucléaire, et autour de ce cœur nucléaire étaient gravés un certain nombre d'atomes villageois qui dépendaient du cœur central, et qui étaient entièrement tournés vers le cœur central, non pas vers les périphéries, mais vers le cœur. Et à l'extérieur de ces atomes, qui étaient les villages périphériques, il y avait des no man's land. C'est-à-dire qu'on ne sortait pas de chez soi pour rentrer chez le voisin. On sortait de chez soi pour rentrer dans des territoires qui étaient soit le domaine des dieux, soit des domaines de parcours des uns et des autres en fonction des saisons. Et c'est au terme de ce territoire que l'on rentrait dans le territoire d'un autre peuple, d'une autre tribu. Ce qui fait que la colonisation et la post-colonisation vont avoir des conséquences considérables. Un, la croissance démographique, qui va faire que cet habitat ne va plus être un habitat concentré sur des zones avec des vides les séparant, mais les vides vont être comblés, et il va y avoir une proximité et une juxtaposition. Et cette proximité et cette juxtaposition vont être accélérées par le phénomène de frontières, qui vont obliger à vivre ensemble des peuples qui jusque-là ne vivaient pas entre eux. Donc c'est un phénomène qui est aggravant. Kadhafi était un personnage qui avait une vision politique, qui avait une vision géopolitique. Il a été présenté comme un farceur, comme un original. Il avait des côtés assez originaux, c'est certain. Vestimentairement, oui. Mais il avait surtout une vision politique. Kadhafi, à la différence des actuels chefs responsables politiques de Libye, n'est pas un homme du littoral. Tous les chefs qui, à l'heure actuelle, dirigent la Libye sont des hommes qui sont les héritiers des grandes familles bourgeoises citadines qui étaient tournées vers la Méditerranée et vers le monde ottoman. Et j'allais dire que le pays réel de la Libye, c'était l'intérieur. C'était les populations nomades. Et ces habitants des villes ont toujours vécu en Libye dans la terreur des raids que les nomades pouvaient lancer sur ces villes. Et Kadhafi faisait partie d'une tribu fort intéressante. La tribu des Khadafa, qui est une tribu, si vous avez la carte de la Libye en tête, et si vous mettez Sirte, vous voyez Sirte, le golfe des Sirtes, et si vous tracez une ligne depuis les Sirtes jusque vers le sud, jusque vers les frontières du Tchad, une des grandes caractéristiques des sociétés africaines, à la différence des sociétés européennes, c'est que ces sociétés sont fondées sur la communauté, sur le groupe. Nous sommes des individualistes. Attention, nous ne le sommes pas depuis toujours. Nous le sommes depuis la Réforme, la Révolution française, les droits de l'homme, etc., où les révolutionnaires ont tout fait pour casser nos structures charnelles, nos enracinements, de façon à ce que nous ne soyons plus que des citoyens robots dont la seule liberté est d'aller tous les 4 ans mettre un bout de papier dans l'urne, on additionne ces urnes, ces papiers, et on a une majorité. Nous sommes, nous, occidentaux, entre guillemets, et européens, des individualistes nés du forceps démocratique. Mais l'homme n'est pas un individualiste dans l'organisation sociale. Il n'y a aucune société individualiste dans l'État traditionnel. Eh bien, ce phénomène est fondamental, parce que l'Afrique se voit appliquer depuis plusieurs décennies des idéologies à base individualiste. La première de ces idéologies, c'est l'idéologie
du suffrage universel fondé sur le « un homme, une voix ». Or, dans les États artificiels nés de la colonisation et de la post-colonisation, dans ces États artificiels qui vont regrouper des populations différentes, qui, par le passé, soit ne se connaissaient pas, soit s'opposaient, la démocratie va donner le pouvoir politique à ceux dont les femmes ont eu le ventre le plus fécond, aux plus nombreux. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que le one man, one vote? Qu'est-ce que le suffrage universel? Qu'est-ce que l'élection? C'est la mathématique. À partir du moment où nous avons des populations plus nombreuses que les autres, les plus nombreux vont toujours l'emporter sur les moins nombreux. Ce qui fait que se pose un problème constitutionnel. Et c'est dans ce domaine-là qu'il nous faut réfléchir. Il nous faut réfléchir dans ce domaine. Ne rêvons pas. Les frontières africaines sont là, elles ne bougeront pas, sauf des aménagements de détail. L'Érythrée, le Sud-Soudan, probablement le Nigeria qui éclatera un jour ou l'autre. Mais il y aura des changements qui ne seront pas continentaux. Donc, nous avons, pour les siècles qui viennent, des réalités de corps sociaux qui sont profondément étrangers dans des États qu'ils perçoivent comme des colonisateurs intérieurs. Tout simplement parce que le vote étant communautaire et ethno-tribal, les moins nombreux sont certains de toujours perdre les élections. Donc toute l'évolution qui devrait être faite, et c'est dans ce sens qu'il faudrait réfléchir, c'est comment associer au pouvoir les moins nombreux qui, par le fait même qu'ils sont moins nombreux, n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir. C'est cela. Aux Africains de réfléchir à cela. J'allais dire que c'est presque le travail des constitutionnalistes, mais pour cela, il faut cesser de nier l'existence de ces ethnies, l'existence de ces groupes, comme le fait cette curieuse école africaniste française qui considère que les ethnies ont été créées par la colonisation, ce qui est une aberration, n'est-ce pas? Et à partir du moment où vous posez le mauvais diagnostic, il est bien évident que vous ne pouvez pas donner le bon remède. Alors voilà le problème qui est un problème fondamental. Mais le problème est que, et là nous retombons sur la nature humaine, quels sont les peuples assurés d'être au pouvoir par le fait qu'ils sont plus nombreux, qui seront suffisamment naïfs ou suicidaires pour abandonner le système du one man, one vote pour passer à un système de vote de groupe. Il est bien évident que dans un pays comme le Rwanda, par exemple, où les Hutus sont 85% et les Tutsis 15%, il est certain que le suffrage universel, s'il était appliqué d'une manière logique, donnerait pour l'éternité le pouvoir aux Hutus, d'où le soulèvement des Tutsis. Il est bien évident que dans d'autres pays africains, il suffit de voir quelle est la réalité de ces groupes ethniques pour avoir la représentation politique. L'on fait des élections, ça ne sert à rien. Moi, je m'amuse régulièrement, à la veille de certaines élections africaines, à donner à 2% près le résultat de chaque parti. Il suffit de savoir que le parti est l'habillage à l'européenne de réalités ethniques ou d'alliances ethniques pour avoir le résultat. Alors voilà donc simplement les réflexions que je voulais faire pour poser le débat. Des crises qui ne sont qu'artificiellement économiques ou que secondairement économiques, des crises qui sont des crises inscrites dans la longue durée, qui sont des crises d'ordre ethno-politique, aggravées par les systèmes politiques